Mission accomplie pour la commission d'enquête sur le coup d'État du 16 septembre. À moins d'un mois, elle a bouclé son travail. Le rapport a été remis cet après-midi au Premier ministre. Une seule certitude, des commanditaires et des complices ont été clairement identifiés. Et puis le président du Faso est à la Valette, la capitale de Malte. Michel Kafando prend part au sommet Union européenne-Afrique sur la question de la migration. Asphyxiée par les afflux massifs de migrants, l'Europe demande plus de coopération à l'Afrique. Elle propose des financements pour lutter contre la pauvreté. Alors que la campagne électorale bat son plein, le ministre de l'administration territoriale insiste sur les lignes rouges à ne pas franchir. Pas de propos régionalistes ou ethnicistes, pas d'incitation à la violence. Aucun écart ne sera toléré. Autre mesure, l'interdiction des gadgets. Vous allez le voir, elle ne fait pas que des heureux. C'est l'heure des prières pour les fans des étalons. Demain, le 11 national joue son avenir dans les éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Un match aller contre les écureuils à Cotonou. Dans ce journal, les images de leur dernier entraînement avant le départ. Voilà pour la une de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. La commission d'enquête sur le coup d'État du 16 septembre rend son rapport. Le délai d'un mois n'est pas encore consommé, mais la commission a déjà bouclé son travail. Le document a été remis cet après-midi même au Premier ministre. Rien n'a filtré sur son contenu, mais la commission dit avoir identifié des commanditaires et des complices. Moussa Ouedraogo, Jacques Lamissa Tarpaga. Les 8 membres de la commission d'enquête sur le coup d'État manqué du 16 septembre sont parvenus à des résultats. Sans rentrer dans les détails, le président de la commission donne les conclusions de l'enquête. Nous avons identifié des personnes qui sont susceptibles. Cela ne fait pas d'eux des coupables. Ils bénéficient de la présomption d'innocence, mais nos investigations nous ont permis quand même d'identifier des personnes qui sont commanditaires de ce coup d'État, soit complices, soit des exécutants. L'appel à témoins est la voie qui a le plus fonctionné. 211 personnes ont fait des dépositions. Les personnes déjà arrêtées ont été également auditionnées, mais la commission n'a pas pu entendre tout ce qu'elle voulait. Vu le temps qui nous a été imparti, nous ne pouvons pas dire que nous avons auditionné tout le monde. Et surtout qu'il y a aussi des gens qui ne sont plus au pays, qui ont dû prendre la fuite. Le rapport remis au Premier ministre Yacouba Isaac Zida ne lie pas le juge militaire qui a ouvert une instruction. Il pourra toutefois s'en inspirer. Le putsch qui continue d'endeuiller des familles. Le gouvernement de la transition porte à la connaissance de la population que la levée du corps de l'élève Tiekoura Mamadou Touré, âgé de 20 ans, décédé le mardi 10 novembre 2015 des suites de ses blessures lors du putsch manqué du 16 septembre 2015 aura lieu le jeudi 12 novembre 2015 à 14 h. Cette levée du corps se fera au domicile des parents du défunt 6 au quartier Ouidi, non loin de la maternité Pogbi, suivi de l'inhumation au cimetière municipal de Gounguin. Le gouvernement s'est compté sur la mobilisation de toutes et de tous afin de rendre un hommage mérité au martyr Tiekoura Mamadou Touré, tombé sur le champ d'honneur. Le gouvernement présente ses sincères condoléances à la famille du défunt et à tous ceux qui sont éplorés par cette disparition. Le président du Faso est arrivé aujourd'hui à la Valette, la capitale de Malte. Michel Kafando prend part au sommet Union européenne-Afrique sur la migration. Il est question de renforcer la coopération entre l'Europe et le continent africain pour lutter contre l'immigration économique. Ces jeunes qui bravent tous les dangers pour aller à l'aventure sur le vieux continent. Reportage de nos envoyés spéciaux Yacouba Gamene, Aboubakar Sayon. Le président du Faso est arrivé à la Valette, la capitale de la République de Malte, ce mercredi pour participer au sommet international Union européenne-Union africaine sur l'immigration. L'Europe est confrontée ces dernières années à l'arrivée massive de migrants et de réfugiés qui fuient les conflits, l'instabilité politique et la pauvreté. Ce sommet permettra de discuter et de trouver des solutions au phénomène. Michel Kafando partagera avec ses homologues d'Europe et d'Afrique
d'Afrique, la politique migratoire mise en œuvre au Burkina Faso. La question migratoire révèle une grande importance pour les deux continents au regard du drame humanitaire qu'elle engendre dans la Méditerranée. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, plus de 75% des migrants qui sont morts dans le monde en 2014 ont péri en Méditerranée. Voilà, l'Europe asphyxiée par un afflux permanent de migrants en quête d'un mieux-être ou fuyant la guerre. À ce sommet de Malte, l'Union européenne demande à l'Afrique une plus grande coopération, notamment pour le rapatriement des migrants économiques. En retour, les financements sont annoncés pour lutter contre la pauvreté. Répondre à la crise migratoire européenne, c'est l'objectif des 63 dirigeants africains et de l'Union réunis aujourd'hui et demain à Malte. Les 28 demandent à l'Afrique de coopérer au retour des migrants économiques. Ils veulent également faire le point sur la route des Balkans où continue d'affluer une majorité de Syriens, d'Irakiens et d'Afghans. La Slovénie se trouve sur cette route et a décidé à son tour de prendre des mesures, comme l'explique son Premier ministre. Nous ne fermons pas nos frontières, précise-t-il. La frontière restera ouverte, mais elle sera surveillée à des points de contrôle. Ces obstacles auront pour but d'éviter la dispersion des migrants et de diriger les réfugiés vers les postes frontières où nous pourrons réduire le flux à un niveau gérable. En l'absence de véritable politique migratoire européenne, les solutions précaires deviennent explosives, à l'image de la jungle de Calais qui a connu des heurts pour la 3e nuit consécutive. 250 policiers ont été déployés sur place. Retour au Faso, le ballet citoyen en campagne à Bobo Dioulasso. Après Ouagadougou, le mouvement est allé présenter aux citoyens de la ville de Sia son concept intitulé « Je vote, je reste ». Le mot d'ordre du ballet citoyen, se mobiliser massivement le jour du vote pour une forte participation, mais aussi pas question de rentrer après et de croiser les bras. Les citoyens sont invités à assister au dépouillement et surtout à ouvrir l'œil. Explication, Lamine Karantao, Sanouha Christine Koulibaly. L'article 94 du Code électoral donne quitus à tout citoyen burkinabé de participer au dépouillement. Un article que le ballet citoyen veut mettre à profit pour améliorer la participation des populations au scrutin à venir, tant en quantité qu'en qualité, à travers la campagne « Je vote, je reste ». Nous allons demander d'abord à la population d'aller voter massivement le 29 novembre. Et ce n'est pas seulement voter, mais après les votes, il faut que les gens suivent également. Donc c'est pour ça qu'on dit je vote, c'est-à-dire pour aller voter, je reste, c'est de suivre. Il ne faut pas de voter et de tourner le dos, laisser les autres manipuler vos voix. Ce qui devrait contribuer à lutter contre toute tentative de fraude. Même avec un fichier biométrique, on dit il est infalsifiable, d'accord, mais on peut poser la question. Si je suis dans un bureau de vote et que j'ai 500 inscrits, 100 personnes viennent voter, est-ce que j'ai la possibilité, moi, de cocher 10 personnes, comme s'ils ont voté, de remplir 10 bulletins et de les mettre dans les urnes? Est-ce que le fichier biométrique empêche ça? La réponse est non. Qui peut empêcher ça? Ce sont les observateurs. Des plateaux meetings, des débats citoyens sur les programmes des candidats et bien d'autres activités à Bobo et à Ouagadougou, mais aussi dans 5 autres villes du Burkina, devraient favoriser cet exercice d'éducation, de sensibilisation et de transparence. Les publicitaires associés, eux, prêchent une campagne apaisée. Le message est adressé aux partis politiques, aux communicateurs et à la société civile. Un forum s'est ouvert ce matin à Ouagadougou autour de la question objectif, sensibiliser l'ensemble des acteurs. Dilare Sieyen, Estelle Judith Assogba. Une campagne électorale paisible et citoyenne avec des élections dont les résultats seront acceptés de tous, ce sont les vœux les plus chers des Burkinabés. Même si 4 jours après le démarrage de la campagne, tout se passe relativement bien, il est bien souhaitable qu'elle se poursuive ainsi. Les publicitaires associés, un des maillons de la chaîne en cette période, veut apporter sa touche au bon déroulement de cette campagne. Notre ambition, c'est de pouvoir travailler sur 2 grands thèmes.
Le premier thème va nous permettre de voir quels sont les outils de communication qui sont mis en place par les autorités gouvernementales, mais aussi par des associations, par des citoyens aussi, pour faire en sorte que la communication au cours de cette élection-là soit une communication non violente et une communication qui construit la paix. Le deuxième panel va s'occuper de voir quelles sont les propositions de réforme que nous, les communicateurs, on peut proposer aux politiques et aux candidats pour dire voilà comment est-ce que vous devez voir la structuration du secteur de la communication si on veut que ce secteur-là se développe. Ce forum, dont la thématique est axée sur la communication électorale, civisme et paix, va servir de cadre pour sensibiliser les responsables des partis politiques, les chargés de communication et les agences conseils en communication. C'est un appel qui est lancé à tous les candidats afin donc que tout au long de cette campagne, des messages de paix, de cohésion soient véhiculés et que les acteurs impliqués donc dans la campagne puissent voir leurs responsabilités engagées sur tout ce qui pourra être fait pour que cette campagne puisse se dérouler dans la paix. Ce forum se tient au moment où la campagne bat son plein et les initiateurs experts atteignent leur objectif, celui de renforcer la qualité citoyenne de la campagne et d'éviter les actes d'incivisme et de violence. Eux se présentent comme les gardiens de la démocratie. Leur association se dit attentive également au déroulement de la campagne électorale. Elle a animé ce matin une conférence de presse afin d'insister sur l'attitude à adopter pour des élections libres, transparentes et apaisées. Moussa Ouedraogo, Drissa Séré. 72 heures après l'ouverture de la campagne électorale, l'association des gardiens de la démocratie dresse son constat. Dans l'ensemble, l'organisation note le bon déroulement de la campagne électorale, mais dénonce cependant la violation des dispositions du code électoral en matière de publicité par les partis et formations politiques en compétition. L'article 68 terre qui interdit en tout cas l'utilisation des gadgets ainsi que en tout cas toutes les actions à caractère publicitaire n'ont pas été respectées. Et en tout cas, cette disposition n'a pas été respectée par l'ensemble des partis politiques qui ont affiché, en tout cas, des affiches à l'effigie des différents candidats. Si on allait respecter rigoureusement l'esprit et la lettre de cette disposition, on ne devrait pas voir même, en tout cas, des posters, des effigies de candidats dans les grandes artères de notre pays. Mais pour le moment, nous constatons que la campagne se déroule dans le calme, dans la sérénité. L'association des gardiens de la démocratie interpelle chacun des acteurs impliqués dans l'organisation des élections couplées du 29 novembre 2015. Elle considère que toutes les conditions sont réunies pour que les élections se déroulent dans le respect du droit électoral. À ce titre, l'association entend apporter sa contribution à la sensibilisation pour un scrutin libre, transparent et accepté par tous. Un bon déroulement du processus électoral en cours, c'est cet objectif qui fait courir également les conseillers du Conseil économique et social. Après le plateau central, ils ont poursuivi leur opération de communication dans le centre nord. Là également, le président de l'institution et ses collaborateurs ont eu des échanges avec les forces vives de la région autour de la question de la paix. Souleymane Sanou, Moumouni Soubega. Le président du CES, du Conseil économique et social et son staff à la rencontre des forces vives de la région du Centre-Nord, histoire de mieux faire connaître l'institution et de prêcher pour la paix en cette période de campagne électorale. Pour après tout ce qui s'est passé, que tout le monde se donne la main, que nous essayons de considérer l'intérêt supérieur de notre pays et que nous travaillons dans le sens de promouvoir la paix entre nous. Une tournée que le gouverneur de la région du Centre-Nord juge opportune. L'interpellation que le président, en tout cas, tente de faire passer pour inviter l'ensemble des acteurs à avoir des comportements de paix et avoir un langage de paix, un langage modéré, c'est pour que ce processus électoral-là se déroule dans une ambiance calme et vraiment amicale et fraternelle entre l'ensemble des candidats et également l'ensemble des militants.
L'ordre du jour de la rencontre prévoit également une présentation du rapport 2014 du CES et les recommandations du forum organisé en septembre dernier par l'institution sur la prévention des conflits et la promotion de la paix au Burkina. À travers ces échanges, le CES dit aussi attendre des suggestions des forces vives pour jouer pleinement son rôle. 4 jours après l'ouverture de la campagne électorale, le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation rappelle à l'ensemble de la classe politique les lignes rouges à ne pas franchir. Elles sont définies dans la charte des partis politiques et dans le code électoral. Pas de gadgets publicitaires et surtout les propos à caractère régionaliste, ethniciste et les incitations à la violence sont à bannir. Aucun écart ne sera toléré, rappelle Youssouf Ouattara. Gérard Sommet, Ismaël Diloma Sirima. L'utilisation des t-shirts, tissus et autres gadgets à l'effigie des candidats au symbole des partis politiques est interdit par le code électoral 90 jours avant tout scrutin. Si vous travaillez avec les populations et que les populations vous apprécient, vous n'avez pas besoin de t-shirts, vous n'avez pas besoin de gadgets pour les convaincre. Vous sortez simplement, vous parlez. S'ils vous croient, ils vont vous voter. Et je pense que c'est la meilleure manière d'assurer la démocratie dans un pays. Tout contrevenant à ces dispositions risque des peines administratives et juridiques, conformément au texte en vigueur. Les différents gouverneurs, les hauts commissaires, les préfets ont reçu mission de suivre les différentes manifestations de campagne électorale et de nous tenir informés des débordements ou en tout cas des propos qui seraient des contraventions par rapport à la loi. De même, les propos régionalistes, ethnicistes et xénophobes qui incitent au recours à la violence et à l'intolérance tombent sous le coup de la loi. Donc je voudrais demander à tout le monde d'écouter les différents appels qui ont été lancés et surtout de les mettre en œuvre. Ça, il y va de la paix au Burkina Faso. Parce que qu'est-ce que le peuple burkinabé demande? C'est la paix pour pouvoir travailler. C'est la paix pour pouvoir élever les enfants. Pour ce faire, le ministre en charge de l'administration territoriale a invité les différents candidats au respect des engagements pris lors de la signature du pacte de bonne conduite. Une campagne électorale sans t-shirt ni casquette, si d'une manière générale la décision est saluée par les citoyens, elle ne fait pas que des heureux. Pour certains secteurs d'activité, période électorale rimait jusque-là avec période de vache grasse avec les multiples marchés de confection des gadgets. Cette fois, pour eux, c'est la grise mine. Constat à Bobo Dioulasso avec Urbain Benito Sommet et Ali Traoré. L'une des particularités à cette campagne électorale pour les présidentielles et législatives de novembre 2015 est l'absence de gadgets. Ces gadgets qui faisaient l'affaire des candidats en lice ont été interdits par le nouveau code électoral. À Bobo Dioulasso, cette décision est positivement appréciée par la population. Quand on donne les t-shirts, André, on a plus blagué les habitants de la ville ou bien la population. Donc si cette année, on n'a pas distribué assez de t-shirts, je pense que c'est une bonne chose. S'ils pouvaient aussi parler aux différents politiciens de ne pas s'insulter. Lorsqu'on fait des débats à la télé, ne vous insultez pas. C'est ce qui amène les conflits. Du côté du secteur informel, cette décision passe mal. Ici au quartier Boulouma-Côté, Dacier confectionne depuis une dizaine d'années des gadgets pour les partis politiques. Avec cette nouvelle donne, c'est son activité qui prend un coup. On n'a rien compris. Ils ont essayé d'interdire ça. Bon, nous au moins ça nous empêche d'avoir le paix qu'on gagne pour pouvoir faire nos besoins et nourrir nos petites familles. Bon, cette année on est carrément bloqué. Autre lieu, même réalité. Dans cet atelier au secteur 4 de la ville, le débat est animé autour de la suppression des gadgets. Si aujourd'hui on me dit que mon métier n'est pas favorisé par cette élection, je suis vraiment déçu. Parce que ce n'est pas uniquement moi, ma famille est dedans, mes amis sont dedans, les commerçants sont dedans, même l'État est dedans. Parce que moi je paie des impôts, je paie tout ce que l'État me demande de payer. Quand moi j'ai entendu parler de gadgets, non, pas de gadgets, ça m'a surpris. Les gadgets c'est quoi? Les gadgets c'est la communication. Nous remarquons la télé fait partie des gadgets.
On remarque que les journaux, c'est des gaziers. Mais pourquoi nous, en tant que jeunes, faisant ce métier, on nous interdit? À défaut des gadgets, les différents candidats aux élections se contentent des affiches publicitaires. Et pendant que la course au palais de Koussiam est lancée, les populations scrutent avec intérêt les projets de société des différents candidats. Sonkete Palinfo est un agriculteur résidant dans la ville de Gawa. Tout en étant en retrait de cette fièvre électorale, il attend beaucoup du prochain président. L'une de nos équipes est allée à sa rencontre. Suivez ce reportage de Roger Kam et Sibidi Issa Lankwande. Dans le tumulte de la campagne électorale pour la présidentielle, ici à Sampoli, juste à la sortie de Gawa sur la route menant à l'Oropénie, Sonkete Palinfo et les siens attendent toujours les candidats. Cet agriculteur, la cinquantaine révolue, s'attelle à sécuriser sa récolte issue des 3 hectares de maïs qu'il a cultivés. Des différents programmes des candidats, il en a entendu parler, mais seulement à la radio. Je les entends à la radio. Chaque année, on nous répète la même chose, mais après, on ne voit rien venir. C'est vrai, on a un forage ici, mais plus bas, de l'autre côté du village, il n'y a rien. Et puis, on a besoin d'école aussi pour l'instruction de nos enfants. Les engrais coûtent cher et tout est fait à force de bras ici. Chaque sac vaut 20 000 francs. Ira-t-il voter le 29 novembre? Bien sûr, nous répond-il, mais seulement s'il trouve l'assurance que ses préoccupations seront prises en compte. Si tout va bien, nous irons voter. Mais nous attendons qu'on nous aide véritablement. Si nous votons et qu'on nous oublie encore, les prochaines fois, nous ne le ferons plus. Hier, on nous a dit qu'un homme politique allait venir nous voir. Nous l'avons attendu, mais il n'est pas arrivé. Notre village est laissé à lui-même. Tout se passe en ville. Sonkete Palinfo a toujours voté parce que des promesses lui avaient été faites d'améliorer ses conditions d'agriculteur. Cette fois encore, il ira le faire, mais pas seulement sur la base de promesses. Tout autre chose à présent, l'unité d'action syndicale face à la presse, c'était ce matin. Objectif, faire le point des négociations avec le gouvernement autour de la plateforme minimale en 16 points. De nombreuses avancées ont été enregistrées. Cependant, si certains accords connaissent un début d'application, d'autres par contre tardent encore à se concrétiser. Des précisions avec Daouda Ouattara et Draman Dadian. Après l'annonce de la baisse du prix des hydrocarbures, l'application se fait toujours attendre, à l'instar de la dizaine d'autres points de revendication qui ont pourtant fait l'objet d'accords entre gouvernement et syndicats le 11 septembre dernier. En ce qui concerne des engagements pris lors de la rencontre gouvernement-syndicat 2015, si certains points font l'objet de mise en œuvre, d'autres attendent encore un début d'application. En l'occurrence, la relecture des lois 027 et 028, la baisse du prix des hydrocarbures, les contrôles sur l'utilisation du gaz par les véhicules automobiles, la tenue de la session du cadre de concertation tripartite sur les prix de 14 produits de grande consommation, les mesures concernant le système licence master doctorat LMD et le continuum, la saisine de la RAGEM pour la baisse des loyers des marchés ayards, la prise de circulaires pour rappeler l'exigence des notations pour la constatation des avancements des agents publics. Le retard constaté dans la mise en œuvre effective de cet accord est inhérent au putsch intervenu mi-septembre dernier. Toutefois, explique Bassolma Bazier et ses camarades, le chef du gouvernement annonce que de nouvelles échéances seront fixées et l'unité d'action syndicale de s'ériger contre toute flambée des prix des produits de grande consommation. L'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption reçoit du renfort. 12 nouveaux contrôleurs viennent de prendre service. Tous ont prêté serment ce matin à la Cour de cassation, un engagement solennel à lutter sans relâche contre la malgouvernance dans l'administration publique, conformément aux missions de l'autorité et surtout à être eux-mêmes des modèles. Ibrahima Sombier, Aruna Mari. Ces 12 cadres de l'administration publique endossent désormais les attributs de contrôleur d'État. Les mains levées face à la Cour de cassation, ces nouvelles compétences de l'autorité supérieure de contrôle d'État s'engagent à servir le peuple burkinabé avec intégrité, loyauté et discrétion pour une administration saine. Ce que nous attendons d'elle, c'est qu'elle puisse poursuivre
en offrant bien sûr un service de qualité de manière irréprochable afin que véritablement la délinquance financière disparaisse dans notre administration publique. Cette prestation de serment de nouveaux contrôleurs d'État intervient dans un contexte marqué par le renforcement de l'ancrage institutionnel de l'ASE. La venue des 12 nouveaux contrôleurs d'État, qui seront bientôt 15, va véritablement permettre à l'autorité supérieure de contrôle d'État, qui d'ailleurs désormais s'appellera Autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, de pouvoir mener les actions qui lui sont définies par la loi organique qui elle aussi sera adoptée très bientôt. Créée en 2007, l'ASE comptait 20 contrôleurs d'État. Avec ce personnel, l'autorité espère engager à présent une traque sans merci contre la corruption, la fraude et les malversations dans l'administration publique. Déjà 10 ans de parcours pour le Fonds commun genre, une décennie d'action et de plaidoyer dont les acquis sont à découvrir actuellement sur le site de CIAO. Cet anniversaire est également l'occasion de rappeler que de nombreux obstacles empêchent encore le plein épanouissement de la femme burkinabé. Gérard Sommet, Zalissa Sanfo. Voici exposés ici les acquis de 10 ans de lutte du Fonds commun genre. La lutte pour la réduction des inégalités entre hommes et femmes. En 10 ans, même s'il n'y a pas de quoi crier victoire, tellement le chemin qui reste à parcourir est encore long, des motifs de satisfaction demeurent. Aujourd'hui, c'est les milliers de femmes qui ont le sourire. En termes de vie sociale, ce sont les actions qui ont permis en fait d'améliorer l'environnement institutionnel à travers le lobbying pour l'adoption d'un certain nombre de tests législatifs. Et pour encore donner le sourire à des milliers de femmes, les acteurs vont réfléchir ici et définir ce qu'eux-mêmes appellent la feuille de route transformationnelle de l'égalité entre les sexes et de l'autonomisation des femmes et des filles. Pour le Fonds commun genre, pour les années à venir, je crois que nous avons besoin que nos capacités soient renforcées, mais il faut dire que, moi je dirais quand même que nous avons besoin aussi de nous impliquer à leur côté. Convaincus que la promotion de l'égalité des sexes n'est plus une option, mais une nécessité pour toutes les nations, les acteurs du cadre de concertation du Fonds commun genre s'engagent ici à mener une lutte des plus acharnées contre les inégalités entre les hommes et les femmes au Burkina Faso. Sport à présent, les étalons ont quitté Ouagadougou ce matin pour Cotonou au Bénin. Demain, ils sont opposés aux écureuils du Bénin en match aller comptant pour le deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Le faux pas est interdit, mais sont-ils en forme actuellement? Leur dernière séance d'entraînement nous donne quelques indications. Isaka Ouedraogo, Lassina Sawadogo. Sur les 26 appelés par le franco-allemand Gernot Rohr, seul Abdourazak Traoré manquera à l'appel. Charles Kaboré est arrivé ce mardi soir à Ouagadougou et aura manqué les 2 jours d'entraînement. Djakari Diakone, ménagé ce soir, est apte pour le match de ce jeudi. Le reste du groupe, dans une ambiance bien calme, a répété les gammes. Le temps est certes bref, mais il faut trouver la motivation et le rythme pour remonter la pente après ces 2 sorties ratées des étalons. On essaie à l'entraînement ces 2 jours-là, même si c'est court, de pouvoir retrouver cette cohésion et aller au Bénin faire un bon match et revenir à Ouaga ici terminer le boulot. Je suis prêt, je suis assez bien physiquement. Je pense qu'il reste à trouver la cohésion ensemble. Et rester confiant. On a fait, je dirais, 2 mauvais matchs. C'est dans ce moment qu'on doit pouvoir se ressaisir et puis gommer les erreurs pour essayer de faire un bon résultat là-bas. Le football burkinabé joue gros dans cette semaine dans ce double face-à-face face aux écureuils du Bénin. Jadis favoris, les nôtres pour or ne le sont plus. Le discours est simple. Il faut faire un résultat à Cotonou pour pouvoir se qualifier au match retour chez nous, dans un stade que je pense qu'il va être acquis si les joueurs se battent. Reste à puiser dans un passé récent, retrouver la niaque nécessaire
pour redonner du souffle et du sourire afin de composter le ticket pour le dernier virage vers Russie 2018. Voilà, bonne chance aux étalons. À présent, la revue de presse des quotidiens. Parmi les sujets traités, les promesses électorales, les comportements des candidats sur le terrain ou encore le dialogue politique en République démocratique du Congo. Aimé Solange, Guigma. Les parutions de ce 11 novembre passent au peigne fin les promesses électorales. Le quotidien constate que du point de vue des promesses électorales, ce sont toujours les vieilles pratiques qui prévalent. Or, pour lui, le Burkina n'est plus dans le vieux schéma de la politique politicienne où l'on pouvait venir mentir aux populations et répartir sans avoir de compte à rendre. La promotion de l'ethnocentrisme ou des appartenances religieuses, la violence verbale et l'absence de fair play doivent être exclus du jeu démocratique, explique Sidoya. De ce fait, poursuit le quotidien d'État, au lieu de passer son temps à lancer des piques aux autres et à railler leurs attitudes ou propositions, il faut plutôt vendre en priorité son projet de société pour pêcher le maximum de voix, car, dit-il, dans le Burkina post-insurrectionnel, on a besoin de dirigeants capables de changer véritablement le sort des citoyens, pas de fanfarons. En page internationale, le dialogue politique en République démocratique du Congo a également intéressé les éditorialistes des journaux de ce jour. Un dialogue jugé noble et louable par le pays, s'il en est, du moins si l'objectif du président Kabila est de rechercher un consensus pour éviter à son peuple les tourments que d'autres ont vécus. Mais tout porte à croire, nuance-t-il, que le maître de Kinshasa fait des pieds et des mains pour se maintenir à la tête de l'État congolais au-delà de ses 2 mandats. Une analyse soutenue par l'observateur Palga qui estime que derrière ce dialogue se cache une seule et unique question, celle de savoir si oui ou non Joseph Kabila envisage de respecter la clause limitative des mandats. Pour l'Obs, la réponse est non, car, écrit-il, on le voit venir avec ses gros sabots, lui qui entend bien marcher sur les pas de son aîné et voisin de l'autre rive du fleuve, c'est-à-dire Denis Sassou Nguesso. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention et bonne suite de programme.